à tous, bienvenue sur le plateau de C'est le Sud, ravi de vous y retrouver. Aujourd'hui encore, alors Marseille, ville berceau du naturisme en Europe. Dans son livre 120 ans de naturisme à Marseille, Bruno Sorez revient sur cette facette peut-être méconnue de la cité phocéenne. C'est ce que nous verrons avec lui. Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour à tout le monde. Petit décalage de connexion, mais on va s'adapter. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Donc on va parler du naturisme avec vous dans quelques petites minutes. Je vous présente mes deux collègues du jour et du mercredi même, puisqu'elles sont fidèles au poste. Marie Blanche et sa sélection littéraire. Bonjour Marie, ça va? Oui, très bien. Aujourd'hui, on va avoir un peu de frisson, parce que je vous présente des thrillers. Ah, j'aime bien moi ça. Voilà. Je suis fan du genre. Et Aurélie, toujours avec ses belles balades. Alors nous irons aujourd'hui, Aurélie, du côté... Sur la côte bleue. Ah, la belle un côte petit peu. bleue. Ah oui, en plus par la mer. Voilà. Donc des paysages magnifiques. Bon, ben super, voilà pour le programme. On va revenir vers Bruno. Alors Bruno Sorez, vous êtes président fondateur de l'association naturiste phocéenne. J'ai envie que vous nous expliquiez ce qui vous a motivé justement pour écrire ce livre. Est-ce que vous souhaitiez d'une certaine manière familiariser le grand public à la pratique du naturisme qui fait bien souvent l'objet de préjugés? N'ayons pas peur des mots. Ce qui m'a motivé en priorité, c'est d'abord la curiosité de découvrir que le naturisme à Marseille existait depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle. Et donc, j'avais envie de découvrir cette histoire et d'avoir des preuves de cette existence pour répondre à quelques questions des journalistes et des gens qui posent des questions sur l'évolution des mentalités, l'évolution des mœurs. Ouais. Et ça permet aussi de répondre aux préjugés des gens. Alors, on va revenir du coup sur les origines, puisque vous avez enquêté une longue enquête de 10 années pour écrire ce livre. Donc, du coup, Bruno, qu'en est-il ressorti? Comment le naturisme s'est-il installé à Marseille? Comment ça a démarré et avec qui? Alors, l'histoire est intéressante parce que à l'origine, les gens se baignaient nus déjà dans l'Uvonne ou dans la rivière du Jarret ou même au Vieux-Port jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis, c'était pas vraiment du naturisme, c'est juste parce que les gens n'avaient pas de maillot. Et c'est souvent les pauvres qui allaient à la mer profiter des bains sans forcément savoir nager. Et puis, l'histoire a commencé avec un abbé qui a amené des enfants au début du XXe siècle pour des bains nus. Et c'était dans le cadre de la lutte contre la tuberculose et le rachitisme. Et ces enfants, quand ils sont devenus grands, quelques années après, ils ont créé la première association naturiste de France qui s'appelait alors les Naturistes de Provence. Et cette association créée en 1928, déclarée en préfecture 2 ans plus tard, s'est dissoute en 2001 seulement. Donc elle a duré 80 ans. D'accord. Concrètement, Bruno, vous qui êtes président d'une association de naturistes, comment vous pourriez définir justement ou expliquer ce besoin d'aller à la mer tout nu? Est-ce que c'est vraiment un art de vivre à part entière, le naturisme? Alors certains disent même que c'est une philosophie, parce que c'est une façon de concevoir la vie par rapport aux libertés, aux besoins d'être proche de la nature. Et c'est une forme de philosophie dans le sens où, comment dire, c'est le besoin de se libérer des conventions sociales, des normes que nous impose la société. Et on ne juge pas les gens sur leur apparence physique, on a beaucoup de tolérance et de respect. Chacun fait comme il veut. Si les gens veulent rester habillés, ils peuvent rester habillés, on n'impose rien. C'est le choix de chacun, c'est la liberté. Et c'est un besoin de se sentir proche de la nature, de la respecter, de mieux la comprendre et de la protéger aussi. Alors, quels sont les lieux, justement, à Marseille qui sont très vite devenus des lieux dédiés aux naturistes? Est-ce que c'est plutôt vers les calanques, des lieux un peu isolés tout de même, plutôt que des plages publiques de centre-ville, bien sûr? Alors oui, c'est vrai que même si je parle des bains nus qui ont existé au Vieux-Port, aux alentours du Vieux-Port, au Catalan, ou vers la Joliette avant que soit construite la base maritime.
C'était pas du naturisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le naturisme, en fait, s'est développé beaucoup dans les calanques, au Frioul aussi, puisque la mairie de 1930 avait donné un site aux naturistes à l'époque. Donc on voit la photo là, l'hôpital Caroline. Ah oui, alors expliquez-nous cette photo, elle est au Frioul. extraordinaire, on dirait des dieux grecs. Oui, en fait, à l'origine, les précurseurs du naturisme faisaient beaucoup référence à l'histoire de la Grèce antique, avec les Spartiates qui combattaient ou qui faisaient du sport nu. Et donc là, c'est le lazaret, avant qu'il soit bombardé par les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il était occupé par des Allemands. Et maintenant, il est plus comme ça, évidemment. Il est un peu en ruine, même s'il est un peu restauré. Et donc ça, il y avait des Suisses, il y avait des Marseillais là qui avaient posé. Et cette photo a fait le tour de l'Europe à l'époque, en 1930-31. 1930-31, donc c'est très vieux. Le titre, si mes souvenirs d'allemand sont bons, dit Neue Zeit, c'est le Nouveau Monde, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était une revue naturiste suisse qui a existé jusqu'en 70, je crois. D'accord. Donc, alors là, on est en 1930, effectivement, ça remonte pas mal. Donc, effectivement, ils ont l'air bien installés à Marseille, ces naturistes. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu au fil des années. Il y a eu un âge d'or, peut-être, Bruno, dans les années 70, où c'était vraiment un vent de liberté qui soufflait sur la France et le monde. Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Le naturisme, dans les années 70-80, s'est beaucoup développé parce qu'il y avait une évolution des mœurs qui le favorisait. Il y avait l'émergence des seins nus à la plage, les maillots qui se rétrécissaient. Maintenant, je ne dirais pas que c'est en désuétude, je dirais plutôt que c'est au contraire dans les mentalités actuelles de se retrouver en pleine nature. Et puis là, avec la situation que l'on vit actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette liberté, de se retrouver libre au contact des éléments. Et il faut juste permettre aux gens de retrouver ces lieux isolés, calmes, autorisés ou avec des tolérances municipales. Et il y a une attente de la population pour se libérer justement et de se sentir moins confinés. Alors, on faisait allusion aux préjugés au tout début de cette interview. Bruno, là, vous parliez des seins nus dans les années 70. Moi, vraiment, je trouve qu'à la plage, les gens deviennent beaucoup plus pudiques. Parce qu'il y a certaines années encore, je vois Marie-Blanche qui opine du chef. Vous trouvez aussi qu'à la plage, il n'y a plus du tout de filles quasiment seins nus, alors qu'il y en a eu beaucoup il y a 20 ans. De ma génération, c'était un petit peu la mode sur les plages. Voilà, maintenant, ça se perd, effectivement. Ça se perd. Alors, vous me dites, vous, qu'à l'inverse, le naturisme, lui, se porte plutôt bien. Vous comptez combien de membres dans votre association aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont très actifs? Alors, on compte actuellement 250 adhérents. On a à peu près un fichier de 500, 600 sympathisants qui viennent de temps en temps à nos sorties, mais qui habitent loin, donc ils n'adhèrent pas, ou alors certains adhèrent par soutien. Et pour revenir au seins nus et l'évolution des mœurs, moi j'ai envie d'être un petit peu optimiste par rapport à ça. Je voudrais être un petit peu positif, voir le verre qui est plein. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à partir du moment où il y avait des naturistes sur un lieu, ne serait-ce que, alors qu'il n'y a pas forcément de naturistes habituellement, des fois dans les calanques, et il y a beaucoup plus de femmes qui se mettent seins nus. Parce qu'elles se disent, bon, si lui, il est nu, moi, je peux au moins enlever l'eau. En fait, c'est le regard des autres qui est pesant sur les femmes. Justement, Bruno, elles ont peur d'être assimilées, d'être jugées. Pour finir, j'aimerais bien qu'on revienne. Alors, on a un petit décalage, mais on y arrive plutôt pas mal à communiquer. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, un petit décalage de communication. Pour revenir sur les préjugés qu'on avait abordés au tout début, là, vous y faites allusion. Aujourd'hui, qu'en est-il concernant les naturistes? Quel regard portent les gens sur vous? Est-ce que vous êtes toujours victime de certains préjugés? Je pense que la population, elle est favorable. Et je le pense, enfin, je le constate quand on rencontre des gens, quand on parle avec eux,
parce que nous faisons des randonnées naturistes, donc des randonnées comme la brochure de l'association le montre. Les gens, ça leur pose aucun problème. Après, on n'est pas là pour choquer, on se rhabille si on voit des gens suffisamment, surtout s'il y a des enfants, on ne sait jamais la réaction que peuvent avoir les familles. Mais les gens sont favorables. C'est les politiques plutôt qui sont craintifs, qui n'osent pas nous donner des créneaux piscines, n'osent pas nous donner des plages parce qu'ils ont peur de la réaction d'une minorité de la population. D'accord. Mais la population elle-même, elle est plutôt très ouverte sur la question. Où peut-on se procurer le livre? Il sort là, il a été imprimé hier, hein, je crois, donc il sort des presses. Où peut-on se le procurer? Alors oui, il est là, il existe vraiment. Il est sorti hier d'un éditeur, d'une imprimerie marseillaise, parce que j'ai préféré faire travailler des locaux. Pour se le procurer, il suffit de contacter l'association naturiste phocéenne à info@naturiste-du6phocéen tout au pluriel.fr. Ouais. Et on vous contactera pour les modalités, soit sur PayPal, soit par chèque. Ok, bah très bien. C'est 25 €. On trouvera sans trop de difficulté l'association naturiste phocéenne, voilà, sur Internet. Merci Bruno, vous restez avec nous. Alors Aurélie va nous parler de la Côte Bleue tout de suite. Bah tiens, vu qu'on a une connexion un peu moyenne, Bruno, est-ce qu'il y a des sites naturistes sur la Côte Bleue? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il n'y en a pas des masses, mais à partir du moment où on est plus ou moins isolé, on peut s'installer. Il y a le site des Pierres Tombées qui est à côté de l'Anse de Figuerolles, où il y a des naturistes. D'accord. Alors Aurélie, je pense que bon, votre balade n'était pas axée. Je les ai ratés. Naturiste, vous les avez ratés. En plus, il fait pas très chaud là en ce moment. Il y a un vent de fou, donc on n'a pas vraiment envie d'aller à la plage. Mais en revanche, on peut découvrir les merveilles de ce territoire et d'autant plus par la mer, puisque c'est ce que vous avez fait. Donc c'est ça. Comme la ligne de train en ce moment, elle est en train d'être rénovée, c'est plus compliqué d'aborder ce passage qui relie finalement Marseille à Miramas. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça par la mer. Ouais. Et c'est une très belle sortie qui va probablement gagner en succès, puisque les calanques de Cassis commencent à être saturées et par voie pédestre et par voie maritime. Je pense que c'est une très très bonne alternative parce qu'il y a plein de petits endroits cachés. Vous êtes partie d'où, vous? Alors, je suis partie du Vieux-Port avec une petite compagnie qui s'appelle L'Eau Calanque et puis qui a une flotte qui permet de se faufiler dans des endroits absolument incroyables. Et donc, il m'a emmenée longer cette côte bleue. Alors, on a une vue évidemment absolument majestueuse, comme on peut voir là sur les roches, les calanques qui s'enchaînent. De Niolon, Méjean, La Redonne, des endroits qui sont encore extrêmement préservés et on a vraiment un côté authentique. C'est vrai que c'est très sauvage la Côte Bleue, c'est très peu construit, mis à part quelques villas, des habitations, mais de petite taille par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs sur le littoral. C'est très sauvage, oui. C'est très sauvage, donc on a vraiment une impression de sortir de notre environnement, de se perdre dans la Grande Bleue. Ouais. Et puis lorsqu'on a la chance de pouvoir rentrer dans les petites calanques, ce sont des tout petits villages vraiment mignons, comme c'est pas possible. L'eau est limpide. C'est une opportunité aussi de baignade sans qu'on soit collé avec des milliers de bateaux, parce qu'on a des petits points d'ancrage qui sont assez remarquables. Et puis, outre les roches, on a des vues sur les aqueducs et les ponts construits par l'ingénieur séjourné. Oui, par la mer, c'est vrai qu'on découvre quelque chose de totalement différent. On a une vue, notre point de vue. Ouais. Exactement. Marie-Blanche, vous avez déjà fait par la mer, la Côte Bleue? Non, pas du tout. Non, mais moi non plus, j'ai pas eu cette chance. C'est vrai que ça a l'air super. Ça vaut vraiment le coup parce que ça prend vraiment peu de temps. Enfin, je veux dire, si on veut vraiment se régaler, nager, plonger, on pourrait faire... On dirait les Carpates. C'est les Carpates de la Côte Bleue. Qu'est-ce que c'est que cette vision de Niolon et Méjean. J'ai montré des images avec un ciel bleu magnifique. Et puis là, tout à coup, on se retrouve dans le brouillard. C'était où? Alors, c'est toujours sur cette côte-là. On a, alors bon, évidemment, en plein été, on aura souvent un soleil bleu. Oui. Mais on peut, en arrière-saison,
avoir des changements météo absolument incroyables. Les entrées Et puis, maritimes, c'était ça là, non? Les entrées maritimes, ça fait que ça crée des nuages. Ça, avec exactement. l'humidité. Et alors, on peut avoir vraiment des variations de couleur, aussi bien de la roche que de l'eau, remarquables. Et est-ce qu'en été, du coup, ce prestataire s'arrête, fait des petites haltes pour qu'on Tout à puisse se fait. baigner? Oui, Là, oui, en ce je moment, bon, comprends. l'eau est Oui, très oui, oui, froide, oui. mais... Oui, alors on rentre dans des petites calanques, on peut se rapprocher aussi de l'île de l'Hérévine, où les eaux sont absolument incroyables. On arrive sur une espèce de... on peut jeter l'ancre, il y a très peu de fond, on sort du bateau et là il y a un à-pic absolument sidérant, la température change et c'est un pur bonheur parce qu'on a vraiment des tons de bleu incroyables. Et l'eau est tellement claire que ce n'est pas rare de voir des fois des dauphins. Ah, quelle chance! Je ne Ça, les ai c'est pas vus génial. cette fois-ci, mais on en voit. Combien de temps dure la balade? Jusqu'où il va? Enfin, jusqu'où va le bateau? On va jusqu'à Méjean. D'accord. Et ça prend combien de temps, ça, à peu près, par la mer? En prenant son temps, 2 heures facile. 2 heures avec l'arrêt baignade. Après, c'est une formule qu'on adapte. C'est-à-dire que si les gens veulent également s'arrêter dans un petit restaurant de Miolon-Méjean, on peut aussi le faire. Oui. Ok. Voilà. Et ces petits bateaux, ils peuvent accueillir combien de personnes à la fois, si c'est une même famille, hein, puisque là, on le sait, en ce moment, on ne peut pas trop Alors, se on peut le masser. faire jusqu'à 6. 6 personnes? Oui. D'accord. Et les prix, vous avez une idée? Oui, alors ça serait dans les 48 €, 45-48 €. Par personne? D'accord. Ok. Voilà. Par personne, donc finalement, pour l'après-midi, si on met 2 heures pour y aller. Pour l'après-midi, alors on peut faire aussi avec coucher de soleil, on peut faire ça aussi en matinée. Ah, sympa, il y a plusieurs formules. Il y a plusieurs formules et donc il faut juste s'adresser au prestataire local qui pourra vous renseigner là-dessus. Mais on a vraiment une impression... quand je dis déconnecté, c'est ça, c'est-à-dire que si on va du côté des calanques de Cassis, bien sûr, on est ébloui par les paysages, mais il y a une densité quand même. Alors que là, on est presque seul au monde. Hein. Il y a très peu de gens encore viennent par là. C'est pas encore vraiment connu. Ouais. Donc c'est le moment. Il faut y aller. C'est le moment. Bruno, vous avez déjà eu la chance de visiter la Côte Bleue par la mer? Non, par la mer, la Côte Bleue, j'ai pas eu cette chance-là. Ça donne envie en tout cas. Ces images étaient très très belles. Absolument. J'imagine qu'ils proposent d'autres formules aussi. Là, on a parlé de la Côte Bleue, mais il y a d'autres types de sorties. Tout à fait, oui, jusqu'au Frioul. Il y a des sorties aussi qui sont plus pédagogiques sur l'histoire du Vieux-Port, les différents monuments. On peut aller jusqu'au Vallon des Offres également. Petite sortie là, du coup. Oui. Du Vieux-Port au Vallon des Offres, mais tout aussi... Non, ça s'inscrirait dans toute une sortie historique et du Vieux-Port et jusqu'au Vallon des Offres. Là, c'est plus historique. Bon, voilà, et puis toujours petite baignade aux alentours. À découvrir. Bon, on a hâte que ce soit l'été, qu'on puisse se baigner enfin, et puis voilà, et puis aller au resto peut-être, qui sait. C'est ça. Il n'y a pas de période pour prendre l'air, on peut déjà le faire aujourd'hui. Ouais, bon, très bien, merci pour cette belle escapade Aurélie. Allez, on file du côté des livres de Marie-Blanche avec la chronique. Lire un livre sur un bateau avec cette vue, ce serait pas le rêve? Ben oui, le rêve absolu. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous présenter des thrillers. On va avoir un peu de frisson, ça fait pas de mal. Comme si on n'en avait pas assez en ce moment. J'aime bien ça, moi j'aime bien aussi. C'est un autre frisson, on aime bien cela. Ouais. La chair de sa chair de Claire Favant. Donc Claire Favant, c'est une auteure parisienne. C'est aux éditions HarperCollins Noir. Ça m'était envoyé par Agnès Chalnot, qui est directrice des éditions Hervé Chopin. Donc je présente énormément de livres des éditions Hervé Chopin. Qui édite aussi Jean Contrecy, non? Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je tiens à le signaler, parce qu'ils ont une sélection d'auteurs remarquables. Donc Claire Favant, elle est spécialisée, elle, dans les thrillers. C'est son 3e ou 4e thriller. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, elle nous raconte une histoire qui se déroule dans les États-Unis. Elle aime bien. On est à Oakland. Et donc, on suit le parcours d'une femme qui s'appelle Marois, qui est plutôt dans la précarité. Une jeune femme qui a 30 ans et qui a déjà eu une vie bien compliquée. C'est-à-dire qu'elle vient d'une famille assez misérable. À 16 ans, elle tombe enceinte d'un homme plutôt délinquant, trafiquant de drogue. Et donc, qui la bat. Et elle a un petit garçon qui s'appelle Peter et qui, à l'âge de 6 ans, va finalement s'opposer entre son père et sa mère et délivrer sa mère d'une manière inattendue, je ne vous le dis pas. Et donc, il va séparer sa mère et réussir à ce que sa mère se retrouve libre.
Voilà, et donc on va suivre les aventures de cette jeune femme qui va enchaîner les péripéties et les rencontres tumultueuses avec un arrière de fond. Quelle est la personne finalement qui lui met un peu des bâtons dans les roues dans sa vie amoureuse, qui l'empêche de refaire sa vie. Voilà, il y a toute cette ambiance-là tout au long du roman avec une écriture très fine, beaucoup de psychologie sur les personnages et je peux vous dire qu'à la fin, on a la chair de poule. Hein. Voilà, donc avec une fin qui vous scotche complètement, donc complètement inattendue. D'accord. La chair de sa chair, c'est un très beau livre que je vous recommande. D'accord, ça donne envie d'avoir les frissons. Voilà. Oui, voilà. Ah, et on continue dans les frissons. Alors là, Dôme C de Fabrice Barbeau aux éditions Nombre 7. Là aussi, c'est une maison d'édition dont je présente souvent des auteurs. Et Fabrice Barbeau, il est originaire de Brignoles. Ouais. Voilà. Et il écrit lui aussi des thrillers. Aujourd'hui, c'est des auteurs qui sont spécialisés dans les thrillers. Donc, c'est son aussi 3e ou 4e roman, je pense. Voilà, on le voit sur l'écran. Là, on est dans un univers qui m'était complètement inconnu, c'est-à-dire qu'on part dans l'Antarctique. Et je vois l'aurore boréale, c'est sur le... Voilà. Aurélie, elle a repéré tout de suite. Tout à fait. On suit donc une section de scientifiques, le Concordia, qui est franco-italienne, qui a un projet d'isolement pendant 9 mois donc sur une base sur l'Antarctique. Et donc, on suit les aventures d'une jeune femme, Colline, qui est une scientifique chargée d'étudier le comportement des individus en situation de confinement isolé, parce que là, ils sont vraiment isolés du monde. Et il y a 14 scientifiques donc, qui sont là. Et au fur et à mesure, donc, l'histoire alterne entre l'histoire et les chapitres alternent entre l'histoire et le journal intime de Colline qui nous donne son impression. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et au fur et à mesure que les personnages évoluent, eh bien, il y a des comportements très étranges au sein de ces individus qui sont complètement inattendus. Non seulement ça, et en plus, il y a des phénomènes étranges qui se déroulent dans cette base. Donc, on évolue dans un univers très glacé, autant vous dire que les températures avoisinent les moins 50, moins 80 degrés. Pas de naturisme alors là. Il n'y a pas de naturisme. Pas de naturisme, Bruno, là. Voilà, c'est pas une région qui est propice au naturisme. Voilà, on apprend des tas de choses parce qu'à chaque fois qu'ils sortent, ils ont des couches de matière sur le corps. Ils ne peuvent pas sortir plus d'un quart d'heure parce que c'est au risque de leur vie. Ensuite, on découvre vraiment tout cet univers-là. Vraiment, moi, j'ai appris des tas de choses. Et ils s'apprêtent, là, au moment où les choses vont empirer, à passer 3 mois dans la nuit complète. Oh là là, voilà. C'est terrible. Donc, il faut le vouloir. Cette fameuse Colline qui espérait faire le rêve de sa vie va se retrouver dans une situation très délicate, encore une fois. Et on a très froid partout et même dans le dos, je peux vous le dire. Très bien, donc ambiance glaciale pour ce thriller-là. Très bien, Dôme C. Voilà, donc ce sont des histoires racontées par des jolis mots, mais il faut savoir aussi que les mots aussi ont des histoires, ont leurs propres histoires. Et c'est ce qu'on retrouve dans mon petit livre papillon de la semaine. Il est tout petit, il est tout petit. Quel est le titre ? La mémoire des mots de Françoise Donadieu aux éditions Gros Texte. Alors c'est paradoxal, donc c'est un monsieur tout tatoué là qu'on voit. C'est un monsieur tout tatoué avec des mots dessus, fatalitas, pas de chance, enfin il y a un tas de mots comme ça. C'est illustré d'ailleurs par Benjamin Donadieu, le fils de la dame. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ? Cette dame est écrivaine. Et au début du confinement, elle s'est rendue compte qu'il y avait des mots qui revenaient énormément dans cette période un peu, comme l'angoisse, le confinement, la liberté, etc. Et bien, elle a eu l'idée sur des réseaux sociaux de prendre ces mots, de chercher leur origine, leur histoire, et puis de faire un peu des textes de philo dessus. Et ça a plu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle les a réunis dans un recueil. Belle idée. Voilà. Et c'est très agréable parce que ça se lit comme ça, c'est petit, on peut le mettre dans les sacs à main, dans les poches. Et puis là, c'est l'occasion de s'y plonger puisqu'il y a 1 an, jour pour jour, on entrait en confinement. Là, c'était il y a 1 an tout juste. Tout à fait. Donc, on retrouve bien sûr le Comment vous avez réagi, vous, il y a 1 an, Marie-Blanche ? Qu'est-ce que vous avez pensé sur le moment ? Alors, moi, j'étais très émue parce que c'est la première fois que je faisais ma classe en télétravail. Oui, parce que vous êtes institutrice. Et j'étais complètement perdue dans cet univers, ne pas savoir comment gérer, quoi leur donner. À distance, Voilà, il y a eu une semaine comme ça de transition où j'ai été très troublée par ce phénomène, avec l'angoisse qui croissait un petit peu quand même dans cette première semaine. Aurélie ? Moi, ce que je retiens, c'est peut-être
être privé de mouvement, de liberté. Le premier confinement, il a été dur, on ne pouvait vraiment rien faire. Quoi. Ouais. Ça donc ça, c'était, pour moi qui aime être sans frontières, être marché, c'était gênant. Mais ce que je retiens, c'est qu'en aucun cas, j'avais imaginé que ça durerait si longtemps. Eh oui. Le mot de la fin, Bruno, rapidement, il y a un an, vous avez pensé quoi quand on a été confinés? Oh, on n'a plus le son. Mince, on n'a plus votre son, Bruno. Voilà. Oui. Vous m'entendez là peut-être maintenant? J'en ai profité pour finir mon livre. Voilà. Vous avez mis ce temps-là à profit. Voilà. Eh bien, très bien. Au moins, ça vous a profité. Bon, parfait. Mais pour se replonger dans tout ça, avec ce petit livre, La mémoire des mots, Marie-Blanche. Oui, de Françoise Donadieu, une écrivaine ciotadelle, aux éditions Gros Texte. Merci pour votre sélection. Merci Bruno. Et puis merci Aurélie, bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, puisque face à cette crise qu'on vient d'évoquer et qui nous touche depuis un an maintenant, eh bien, certains artistes se réinventent. C'est le cas de Virginie Fink, qui viendra demain nous parler de sa nouvelle profession, intermédiaire peut-être. Elle était danseuse et puis là, elle crée des poupées. Donc on verra ça avec elle. Catherine Fructus s'intéressera à nos yeux et puis les idées, bien sûr, bon plan de Marianne Morizot. Voilà, à demain, on vous embrasse. Ciao, ciao, portez-vous bien.